Merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup pour l'organisation de ce séminaire. Et j'avais tout à l'heure une discussion avec la directrice où je lui ai indiqué que pour mesurer l'importance d'un thème, il faut regarder les nouvelles accréditations à l'université européenne, en particulier française, lorsque vous voyez actuellement des masters en évaluation des politiques publiques qui se développent, chose qui n'existait pas avant, et une chose aussi qui n'existe pas en Tunisie. On n'a pas, par exemple, une formation d'évaluation des politiques publiques qui est un thème très important. Je vais peut-être vous choquer hein, dans mon introduction à ma présentation, et j'espère qu'elle sera à ma présentation, et j'espère qu'elle sera un peu équilibrée par rapport à ce qui m'a été demandé. C'est que personnellement, je ne crois pas qu'il y a une évaluation des politiques publiques spécifique, une démarche spécifique pour la transition économique ou démocratique ou autre. Il y a une approche d'évaluation des politiques publiques qui est proche en ce qui concerne l'approche économique. Une seule approche que je connais, ce sont des outils, ce sont des méthodes quantitatives. Et cette approche, elle s'applique aussi à la crise 29, à la crise économique, à la crise financière 2008. Elle peut s'appliquer aussi à la situation économique qu'on a eue en 2011, 2012, 2013 pendant la transition démocratique. Donc l'approche, elle doit être la même, mais ce qui est différent, c'est que la conception des politiques économique, la conception des politiques macroéconomiques, elle diffère. Mettre en place une politique macroéconomique pendant une période de transition n'est pas la même chose que de mettre en place une politique macroéconomique pendant une période de croissance ou une période de récession inflationniste, ou une période d'inflation. Donc ça, c'est la première chose. Donc la démarche que je vais appliquer, je l'aurai appliquée à n'importe quelle période. Et je ne vois pas qu'il y ait une démarche qui est spécifique à la période de transition. Le deuxième élément qui est très important, et ça, je pense, c'est l'approche des économistes, c'est que l'évaluation des politiques macroéconomiques se fait de deux façons. Une façon ex ante et une façon ex post. Ex ante, c'est que vous faites, au début, vous commencez par deux éléments qui sont très importants. C'est que vous devez faire une évaluation de la situation économique dans laquelle vous allez décrire votre politique économique, votre nouvelle politique économique. Vous essayez de voir quelles sont les alternatives qui sont possibles pour mettre en œuvre votre politique macroéconomique. Et en même temps, vous essayez de décliner cette politique macroéconomique qui est choisie en un ensemble d'objectifs qui sont à atteindre dans la période de mise en œuvre de votre politique. Et c'est là que vous avez et à ce moment-là, dans la période d'ex-ante, et les économistes sont très forts dans ce domaine, c'est qu'on peut faire des simulations pour voir l'impact, l'évaluation des politiques publiques à mettre en œuvre, l'évaluation des politiques macroéconomiques à mettre en œuvre sur une période future. Et c'est ça, je pense, la capacité des économistes dans ce domaine de faire aussi une évaluation ex-ante. Et ça vient après, je pense, dans l'évaluation des politiques macroéconomiques, l'évaluation qui est une évaluation beaucoup plus ex post. Et l'évaluation ex post, c'est une réévaluation qui se pose surtout sur les résultats. Les résultats, et dans ce domaine, on a deux choses qui sont très importantes dans l'évaluation des politiques ex post. C'est que vous pouvez essayer de comparer les résultats atteints par rapport aux objectifs qui ont été fixés, ex ante, et en même temps, vous pouvez faire une évaluation des contraintes qui n'ont pas pu, qui vous ont empêché à atteindre les objectifs qui étaient fixés ex ante. Donc je pense que ça, c'est planter un peu le décor pour essayer de comprendre, et l'évaluation de la politique macroéconomique depuis après la Révolution, et donc en particulier pendant les 2012-2013, juste pour dire que je ne pense pas qu'il y a une façon très claire d'évaluer le 2011. 2011, c'est une année de choc en Tunisie, et je disais toujours pour les gens qui essaient de dire qu'il fallait faire ça, il fallait pas suivre ce type de politique économique, il fallait peut-être faire d'autres choix de ce qui a été fait par les deux premiers gouvernements, c'est que c'est une année difficile et que la gestion était beaucoup plus une gestion sociale, politique de la transition
et dans laquelle il n'y avait pas de vrai objectif en matière de politique macroéconomique. Donc c'est assez difficile de faire un jugement sur cette période. Mais je pense que 2012-2013, c'est une période qui pourrait être une période où on avait mis en place en Tunisie une politique macroéconomique et c'est très important de savoir aujourd'hui comment l'évaluer. Je pense que, comme je l'ai dit, ce qui est très important, je vais partir d'un élément très simple, c'est que lorsque vous prenez le pouvoir en 2011 et que se pose pour un ministre des Finances ou un Premier ministre la question suivante, c'est que le constat que vous voyez, c'est que vous voyez un constat, c'est que vous avez un output récessionniste, quand vous le voyez sur le graphique dans la période qui est un peu la partie qui est un peu assurée, vous voyez très bien que dans cette partie, vous avez une récession économique. Et la question qui se pose dans cet élément-là, c'est que vous avez une montée du chômage. Vous passez d'une année 2010 qui était une année de croissance, il n'y avait pas de problème, le déficit budgétaire était dans les alentours de 3%, vous avez un taux d'endettement qui est de 40%, l'inflation elle était aux alentours de 4%, et vous avez une croissance de 3,2%. Et vous vous retrouvez en 2011 dans 4 trimestres qui étaient négatifs, une récession de moins 2% en termes de croissance économique, vous avez l'inflation qui s'est rétrécie par rapport à 2010 à 3,2 dû à la baisse de la demande, c'est normal, mais vous avez d'un autre côté augmentation du chômage à 18,9%. Et ça, c'est la situation que vous avez en 2000, ce qu'on appelle chez les économistes, c'est une façon d'évaluer, à schématiser un peu la situation, c'est ce qu'on appelle le carré magique de Kaldor. Et vous le voyez en 2011, tous les indicateurs sont des indicateurs. C'est un carré magique qui concerne le chômage, l'inflation, le déficit extérieur et l'inflation. Vous avez le chômage qui a explosé, la croissance qui est devenue négative, vous avez l'inflation qui a baissé un petit peu et creusement des déficits extérieurs. Et là, ça se pose pour n'importe quel ministre des Finances, un Premier ministre à cette époque ou à n'importe quelle époque, c'est qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les politiques? C'est ça l'évaluation de la situation et c'est ça la question qui se pose qui est très important, c'est qu'est-ce qu'il faut faire. Et à ce moment-là, c'est très important de ne pas avoir le choix qui va être mené, ne soit pas un choix où, chez les économistes, qu'on l'appelle, il n'existe pas d'incohérence intertemporelle. L'incohérence intertemporelle, c'est que lorsque je fais un choix aujourd'hui, en 2014, ce choix-là, si je le revise en 2016, et je dis je vais refaire la même chose, je ne vais pas faire autre chose de ce que j'ai fait ce que j'avais décidé en 2014. Et ça, c'est très important en matière d'incohérence intertemporelle. Il faut faire des choix où vous n'aurez pas de problème d'incohérence intertemporelle dans le temps. C'est là, l'élément temps est très important en économie. Et je pense que les alternatives qui se posaient en 2012, c'était des alternatives qui étaient claires. Soit vous faites de l'austérité, je vous rappelle que vous avez des déficits qui ont explosé, courants et budgétaires, et donc il y avait la possibilité de maintenir les équilibres, aller toujours dans le consensus de Washington, maintenir les équilibres macroéconomiques pour contenir le déficit budgétaire, le taux d'endettement et ainsi de suite. Ça, c'était un choix qui était légitime, et je pense ce qui a été fait en Europe pour résoudre le problème de la récession en 2009, la crise financière, avec l'appui un peu du Fonds monétaire international par des études qui étaient un peu, qui sont apparues après, qui sont des études qui étaient fausses, pour être beaucoup plus direct, c'était de faire de l'austérité. L'austérité macroéconomique, c'est que vous pouvez réduire les salaires, vous pouvez licencier, vous pouvez réduire les dépenses publiques, vous pouvez contenir même l'augmentation salariale. Il n'y a pas d'augmentation salariale. Hier a été annoncé par Valls en France le gel des salaires et des pensions en France. Ça, c'est des mesures d'austérité. Il y avait ce choix-là, mais ce choix-là n'a pas été le choix qui a été suivi, je pense, en Tunisie en 2012. Il y avait l'autre choix, c'était la relance. On faisait de la relance économique, expansion économique, budgétaire surtout par la dépense publique, et ça c'était une des alternatives. Mais je pense que la façon dont a été conçue la politique macroéconomique en Tunisie en 2012, c'était beaucoup plus une politique qui était une politique que j'appelle la politique de go and stop.
C'était une politique de relance, mais ce n'était pas une politique de relance comme les autres politiques de relance, parce que les politiques de relance, tous azimuts, sans qu'il y ait des balises et sans qu'il y ait des contraintes qui permettent d'orienter la politique macroéconomique, ce n'était pas le choix. Le choix de la politique de Go and Stop qui a été adoptée, c'était d'essayer de creuser temporairement et de manière voulue le déficit budgétaire. Et temporairement, c'était un élément très important dans la conception de la politique de Go and Stop. Il y avait aussi l'élément très important, c'est qu'il y ait une augmentation conséquente des dépenses d'investissement public. Ce n'est pas des dépenses de consommation, il y avait une augmentation des dépenses d'investissement public. Et rappelez-vous que le fameux chiffre qui circulait en 2012, c'est que le budget de l'État en matière d'investissement allait augmenter à 6,5 milliards par rapport à 4,7 milliards qui était en 2000, la moyenne à 4,5 milliards, 4,7 milliards qui était en 2010-2011. Il y avait l'élément central, je crois, c'était peut-être l'élément clé qui était très important pour convaincre les institutions internationales, en particulier le Fonds monétaire international, lors des discussions qui ont lieu en 2012, c'est le respect de la soutenabilité de la dette. D'accord? Je vais creuser le déficit budgétaire pour le mettre dans l'investissement public, mais en même temps, je vais respecter la soutenabilité de la dette. Je ne vais pas exploser la soutenabilité de la dette, sachant que en 2011, la situation était, le taux d'endettement était 44% par rapport à 40% en 2010. Et le plus élément, c'est que dans la politique de Go and Stop, il y a le stop. Il y a le côté Go, mais aussi le côté stop. C'est-à-dire qu'il fallait actionner le stop dès le retour de la croissance. Parce que la politique de relance, c'était pour relancer l'économie et la faire sortir de la récession économique qui était de moins 2%. Une fois que la croissance a repris, le secteur privé par l'investissement privé doit reprendre, donc il fallait actionner le stop. Et le stop, faites attention, c'est pas un stop, ça n'a rien à voir avec l'austérité. Et je pense que dans ce cadre-là, rappelez-vous, j'ai dit que la première étape, c'était de concevoir, de regarder le contexte, essayer de voir le contexte économique, d'essayer de regarder quelles étaient les alternatives, en même temps essayer de choisir des objectifs, et en même temps essayer de faire des simulations. Je pense qu'en 2012, il y avait des papiers qui étaient faits qui montraient que cette stratégie de Go and Stop pourrait conduire à la soutenabilité de la dette à l'horizon 2017 et en même temps, on pouvait reprendre la croissance, avoir une croissance économique. Rappelez-vous que l'objectif du loi de finances complémentaire en 2012 était de faire 3,5 de croissance par rapport à l'objectif qui était fait par la loi de finances 2013-12 qui a été faite par le gouvernement SIPSI, qui était de 4,5. Donc, la question la plus importante à ce moment-là, c'est comment se donner les moyens de financement de la politique économique. Et je crois que l'objectif très important de cette politique, et c'est ça qu'il faut juger, je dis toujours, il faut juger la politique de Go and Stop ou pour juger une politique macroéconomique par rapport à ces objectifs. Par rapport à d'autres problèmes. Le problème de la réduction du développement d'inégalité régionale, le problème de la réduction du chômage d'une manière massive, du chômage des jeunes ou autres, toutes ces questions structurelles sont l'objet de politiques structurelles. Changer la structure industrielle, le tissu industriel, la fresque productive du système productif tunisien n'était pas l'objectif de la politique de Go and Stop. Donc, dans l'évaluation des politiques macroéconomiques, il ne faut pas se tromper d'objectifs et de méthodes. La politique de Go and Stop avait juste un objectif, c'est reprise économique et fléchissement de la courbe du chômage. Je crois que ça, c'est la partie, si vous voulez, exemptée de l'évaluation de la politique macroéconomique. Maintenant, il faut essayer d'évaluer est-ce que ces objectifs ont été atteints ou pas en matière de conduite de la politique macroéconomique. Vous avez deux graphiques qui sont présentés, l'un qui compare plutôt 2011 par rapport à 2012 et l'un qui compare, c'est toujours le carré magique qui est connu par les économistes pour l'évaluation des politiques macroéconomiques, et l'autre qui compare 2012 par rapport à 2013 par rapport à 2012. Vous voyez très bien ce qui est très important et l'image que ressort ce graphique, c'est que vous avez rétrécissement sur certains éléments et amélioration et dégradation dans d'autres. Les résultats sont mitigés. Mais je veux dire que certains résultats sont mitigés, mais pour l'économiste, ils ne sont pas mitigés. Je prends un élément très important. Je vais dire les questions qui sont positives et puis dire les questions qui sont négatives. Vous voyez, en matière de questions qui sont positives par rapport à 2011, il y a eu
amélioration de la croissance. Ça, c'est quelque chose d'incontestable. Il y avait une reprise économique de 3,6%, il y avait de 2,8% en 2013, et je vais peut-être emprunter les mots du chef d'émission, Matik, 2 jours avant, lorsqu'il parlait sur les radios Express FM sur la situation économique en Tunisie, de dire qu'avoir 2,8% dans ce contexte mondial et national, c'était de la performance pour la Tunisie. Le second élément qui est très important et qui est positif, c'est qu'il y a eu baisse du chômage et fléchissement de la courbe du chômage. Je reviendrai là-dessus. C'est que dans le chômage qui est baissé de 18,9 à 16 en 2012 et à 15% en 2013. Par contre, les deux éléments qui sont très importants, c'est que vous avez une augmentation un peu de l'inflation en 2011 et en 2013, en 2012 et en 2013. Vous avez augmentation du compte courant. Et là, je vais vous dire quelque chose qui m'étonne lorsqu'on fait de l'évaluation des politiques macroéconomiques de la part de certaines personnes qui se présentent comme des experts. La première chose qu'on fait apprendre aux étudiants à l'université, c'est que vous ne pouvez pas avoir une baisse de l'inflation et une baisse du chômage en même temps. Vous ne pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Si vous voulez baisser le chômage, vous devez avoir un coût en matière d'inflation. Si vous voulez baisser l'inflation, vous devez l'avoir en termes d'augmentation du chômage. C'est ce qu'on appelle quelque chose de classique chez les économistes. Première année, c'est la relation la courbe de Phillips, courbe chômage, inflation. Et vous le voyez en Tunisie. Vous voyez en Tunisie, lorsque le chômage a augmenté à 18,9% en 2011, il y a eu une réduction de l'inflation à 3,2 par rapport à 4,4 qui était en 2010. Et vous voyez, lorsque la réduction du chômage en Tunisie de 18 à 15%, il y a eu augmentation de l'inflation de 4,4, de 3 à 4, à 5 et puis à 6%. C'est un coût que vous devez l'avoir. Et c'est un coût qui est anticipé par la politique économique. Donc aujourd'hui, si on essaye d'évaluer la politique macroéconomique en matière d'inflation, eh bien, je vous dis que ceux qui conçoivent des politiques macroéconomiques expansionnistes savent très bien qu'il va y avoir un peu d'inflation si on veut réduire le chômage. Et ils ne s'étonnent pas de cet élément-là. Donc ça, c'est le premier élément. Le second élément, lorsqu'aujourd'hui j'entends parler qu'on parle de creusement du déficit courant, mais c'est quelque chose aussi qui est banal chez les économistes. C'est le double déficit. Si vous creusez le déficit budgétaire, vous allez creuser le déficit courant. C'est quelque chose qui est très normal et dans les mécanismes comptables, ce n'est même pas des mécanismes économiques, Donc vous voyez très bien que la politique telle qu'elle a atteint ou pas ses objectifs, c'est que l'essentiel, c'est qu'en matière de réduction du chômage et réduction et croissance et reprise économique, l'objectif est plus ou moins atteint. Il n'y avait pas d'objectif. Si j'étais politicien, j'allais dire que j'ai atteint mes objectifs parce que j'ai visé 3,5 et j'ai eu 3,6. Je pourrais capitaliser là-dessus. Mais je pense que l'essentiel, c'est que la reprise économique et la réduction du chômage a eu un effet. Et cela, on le voit très bien lorsqu'on compare, on juxtapose 2010, 2011, 2012, 2013. Et vous voyez très bien que la courbe qui est en bleu, qui est la courbe, si j'imagine très bien, c'est la courbe du chômage. Vous voyez très bien que dans toute la courbe, c'est une courbe en cloche. C'est-à-dire par rapport à 2010. Il y a eu une augmentation en 2011, puis il y a eu la baisse. Vous voyez très bien que même la courbe de la croissance qui est en bas pour le jaune, c'est une courbe un peu tendancielle qui montre qu'on a baissé, puis on a remonté. Donc il y a toujours le fléchissement. Et vous avez l'autre résultat qui est étonnant, et ça je trouve qui respectait un peu, rappelez-vous, l'un des principes de la soutenabilité de la politique de Government Stop, c'était qu'il fallait respecter la soutenabilité de la dette. Et vous voyez très bien les graphiques qui sont en gris, c'est que la dette n'a pas explosé en Tunisie entre 2013 et 2010. En 2010, la dette, elle était de 40%, elle a augmenté en 2011 à 44,1%, 2012, elle a fait 44,4%, 2013, elle est de 45%. Donc vous voyez très bien que le respect de ce que j'avais indiqué dès le début, que la politique de Government Stop devrait respecter la soutenabilité de la dette, c'était un élément très important. Alors maintenant, dans cette évaluation ex post, il y a cette partie d'évaluer l'existant, mais aussi j'ai dit qu'il faut aussi regarder quelles sont les contraintes qui ont empêché certains éléments d'être réalisés et d'avoir des performances beaucoup plus importantes. Je pense que les éléments les plus importants qui ont contraint la politique macroéconomique parce qu'elle aurait pu faire mieux, ça c'est très important. Mais ce n'est pas aussi facile, parce que lorsque vous êtes en 2012,
Vous n'avez jamais anticipé qu'il y a eu des problèmes d'insécurité, l'effondrement de l'État en Libye, les problèmes, la montée de certaines formes de terrorisme, la montée, pas ça seulement, personne n'avait prévu les 2 assassinats politiques. Donc tous ces éléments-là sont des éléments qui sont très importants, qu'on ne les prévoit pas exemptés, mais qu'on les retrouve ex post, et qu'on sait les évaluer pour savoir quels étaient leurs effets. L'un des éléments les plus importants, et je pense qui a empêché la politique macroéconomique dans cette période de transition d'être très efficace, c'est la faiblesse du taux d'exécution du budget d'investissement. C'est-à-dire le budget d'investissement, c'est très important, c'est le moteur de la croissance économique. Et détrompez-vous, lorsque l'État met 5 milliards, ce n'est pas l'État qui va faire les routes. Ce n'est pas l'État qui va faire les ponts, c'est le secteur privé qui va faire les ponts, et qui va faire les routes, et qui va construire les hôpitaux et les universités. Par conséquent, l'État, c'est un moteur. Ces 5 milliards sont des moteurs pour tirer l'économie. Mais malheureusement, l'exécution du budget d'investissement n'était pas à la hauteur pour plusieurs raisons. On peut en discuter, et ça, c'est un élément très, très important. L'autre élément, et je vais revenir là-dessus pour 2014, c'est la bulle des dépenses de compensation. Vous savez que la bulle de dépenses de compensation, c'est l'élément le plus important. Mais je laisserai ça pour le prochain graphique pour en parler parce que je crois que c'est l'une des contraintes les plus importantes. La structure biaisée du budget, parce que vous êtes dans une période de transition et qu'il y a des revendications salariales très importantes. Et je me rappelle très bien qu'il y avait des discussions en 2012 où on disait qu'on pouvait avoir une année blanche, mais que le syndicat a refusé d'avoir une année blanche. Je me rappelle très bien, nous, comme politiciens en Tunisie, lorsque Sebsi disait, moi j'avais mis les 60 dinars, mais vous, si vous pouvez, enlevez-la. Mais quel gouvernement avait la possibilité de l'enlever? Il y avait aussi, dans la loi de finances, je me rappelle, c'est la loi de finances de 2012, qui a été faite par Sebsi, il y avait les 4 jours obligatoires. Le gouvernement de 2012 n'a pas pu mettre ça parce qu'il y avait des refus sur cet élément. Ça, c'est les questions de transition et les équilibres politico-économiques qui sont très importants. L'autre élément qui est très important, c'est ce qu'on appelle le passif conditionnel. Et auquel but actuellement le gouvernement actuel, c'est qu'il y avait beaucoup de passifs conditionnels. Ce qu'on appelle chez les économistes, ce sont des dépenses qui concernent les entreprises publiques en particulier. C'est-à-dire que vous avez SNPRS, SNLPS, la Tunisair, ainsi de suite, qui étaient des dépenses qui existaient, c'était quelque chose de structurel de plusieurs années. Mais donc, il fallait réfléchir sur la manière de les résoudre. Il y avait même des dépenses qui étaient héritées de l'ancien gouvernement de 2011, lorsque cette politique est conçue. Il y a l'environnement social et politique et sécuritaire, ça a été très important et déterminant dans la poursuite de la politique macroéconomique. Les gens ne se rendent pas compte, mais le 4e trimestre, qui était le trimestre du gel de toute l'activité économique, presque en Tunisie, s'est soldé par un trimestre négatif. Il y avait moins 0,3% de croissance dans le 4e trimestre de 2013, et c'est le coût économique des problèmes politiques qui se posaient à cette époque. Il y a la conjoncture mondiale, c'est très important, et aussi il y avait la contrainte du cycle politico-économique. Et ça, c'est très important. Et je crois qu'il est lié aussi à la transition démocratique. Vous avez un élément qui pourrait montrer la contrainte du cycle politico-économique, c'est ce que je voudrais utiliser, c'est la bulle de dépenses de compensation en Tunisie. Si vous regardez très bien juste cette courbe qui est ici, vous voyez que durant cette période-là, avant 2010, il n'y avait pas de relation entre le déficit budgétaire et l'augmentation des dépenses de compensation. C'est-à-dire que ça a évolué dans un sens positif, dans un sens négatif. Mais à partir de 2011, vous voyez bien que les deux courbes évoluent dans le même sens. Et là, ça pose un problème très important en Tunisie lorsqu'on regarde qu'est-ce qu'on doit faire pour 2014. Et permettez-moi de donner l'exemple, c'est que vous avez un petit bateau dans lequel il y a des petits trous et vous avez un grand trou. Et au lieu d'aller résoudre le problème du grand trou où vous avez de l'eau qui rentre, vous êtes en train de toucher au petit trou, comme par exemple vous êtes en train de réduire le nombre de ministères et ainsi de suite. Je crois que la bulle de compensation en Tunisie, c'était l'une des contraintes macroéconomiques qui est liée au cycle politico-économique. Je vous donne un exemple très simple. Le régime de Ben Ali,
je vais conclure, hein. Le régime de Ben Ali, en 2005-2007, il avait en 2005 un budget de compensation qui est de 3,5 milliards. En 3 ans, il a réussi à le réduire à 1,5 milliard. Pourquoi? Parce qu'il a fait 8 ajustements de l'énergie, il avait 6 ajustements de l'électricité et 5 ajustements de la bouteille de gaz. Il a pu le faire et personne n'a parlé. En 2011, pendant les 3 années de transition, on a hérité, il faut regarder les chiffres, 500 millions de dinars le budget de compensation pour l'énergie, je parle. Il a explosé vers 3,5, ainsi de suite. Et qu'est-ce qui a été fait? Il n'a fait que 2 ajustements de l'énergie, 2 ajustements de l'électricité, et même il n'y a pas eu d'ajustement de la bouteille de gaz. Au contraire, le 13 janvier, il y avait baisse de la bouteille de gaz. Cela voudrait dire que vous pouvez prendre, et c'est ça le risque dans une période de transition, il y a des réformes que vous pouvez faire et il y a des réformes que vous ne pouvez pas les faire. C'est-à-dire que pendant la période de transition, il y avait des mesures économiques qui auraient pu être faites et qui sont rationnelles et qui peuvent être faites et peuvent être justifiées, mais pour des contraintes de cycle politico-économique, parce que vous savez très bien que les gouvernements qui étaient en place pensaient que les élections étaient dans 8 ou 10 mois ou dans l'année, donc ils n'avaient pas à prendre le risque d'encourir les résultats des décisions qui sont impopulaires. Il y avait aussi un autre argument qui est très important, c'est que certains politiciens ne veulent pas greffer des troubles sociaux à des problèmes de transition démocratique. Et c'est ce qui est passé, par exemple, regardez le coût de certaines réformes, surtout de l'énergie au Soudan ou bien en Jordanie, c'était, surtout au Jordan, c'était des coûts qui étaient très importants. Donc je pense que l'un des pièges de la politique macroéconomique en période de transition, c'était le cycle politico-économique et les exigences de la stabilité de la période de transition démocratique. Et je crois que jusqu'à maintenant, ces problèmes-là persistent et posent un problème pour refaire encore ce que j'appelle le cycle que je viens de décrire dans le début. C'est-à-dire que maintenant, vous êtes dans une période, vous évaluez la situation économique, la situation macroéconomique, et vous allez prendre des décisions en matière de ce diagnostic et regarder l'avenir. Le problème qui se pose actuellement, c'est que dans la continuité de l'État, est-ce que vous avez un problème d'incohérence intertemporelle, celui que j'ai indiqué dès le début. En 2012, vous avez choisi une politique macroéconomique de go and stop. 2 ans de go et coactionner le stop en 2013. Aujourd'hui, si vous faites l'évaluation macroéconomique de la situation en Tunisie, est-ce que vous dites non, j'aurais dû ne pas faire ce que j'ai fait en 2012? Donc j'aurais dû ne pas faire de politique de relance en 2012. Et est-ce qu'aujourd'hui, je dois changer de cap? C'est une question très importante. Aujourd'hui, est-ce que je dois poursuivre la politique de go and stop, que je dis actuellement la politique de go and stop exige qu'on fait le stop cette année, en 2014, ou bien je dois peut-être, je ne sais pas, peut-être je vais faire une autre politique de relance. J'ai vu des gens qui parlent, qui disent non, il faut que en 2014, on fasse une année supplémentaire de go et on cherche des financements pour cette politique de macroéconomique cette année. Moi, personnellement, je suis convaincu qu'il n'y a aucun autre choix pour le gouvernement actuel que de poursuivre la politique de go and stop. On peut réfléchir, mais on reviendra à faire la même chose de ce qui a été fait avant et qu'il fallait maintenant actionner le stop. Je ne parle pas d'austérité. Actuellement, il faut actionner et mettre en place la composante de stop. Et à mon avis, il y a 4 principes qui sont très importants actuellement pour le stop. Il faut qu'il y ait une croissance zéro du budget global. C'est-à-dire qu'il ne faut pas aller plus loin de ce qui a été dépensé avant. Ça, c'est un principe très simple, primaire, dans la gestion même des entreprises. Si vous avez un problème de budget, vous restez sur le même niveau de budget. Il y a 2 façons de le voir pour les économistes, ce qu'on appelle la croissance zéro réelle ou la croissance zéro nominale. La croissance zéro nominale, c'est-à-dire vous gardez le même budget en nominal. Mais si vous regardez en réel, il va être négatif. C'est-à-dire que vous tenez compte de l'inflation, vous allez voir que c'est beaucoup plus négatif. Il y a l'autre élément qui est très important, je pense, après la croissance zéro du budget, c'est qu'il faut plafonner
certaines dépenses. C'est-à-dire qu'il faut prendre des rubriques et essayer de les plafonner et de les compenser. Par exemple, la compensation, il faut que ça soit plafonné et compressé. Et ça, c'est très important comme principe. Et l'autre, c'est le réchelonnement du passif conditionnel. Je ne vois pas pourquoi Tunisair aujourd'hui demande 250 millions, on lui donne 250 millions aujourd'hui, ou bien, comme ça a été fait avant pour la réclamation qui a été faite par le Fonds monétaire international pour les capitalisations des banques, il demandait plus que 2 milliards. Donc le fait que réchelonner ça à 500 millions chaque année, ça c'est un bon élément de réchelonnement, ce qu'on appelle du passif conditionnel. Et j'insiste, et ça c'est très important, je crois que dans 2012-2013, le taux d'endettement n'a pas explosé en Tunisie, il a resté stable aux alentours de 45%, et je m'étonne parfois d'entendre des gens parler que le taux d'endettement en Tunisie est de 50%, je ne le vois pas du tout, il suffit de regarder la Banque centrale, on peut se tromper sur tout, hein. Je pense que mon collègue tout à l'heure avait parlé de problèmes de statistiques, on peut se tromper sur tout, sauf sur la dette, parce que la dette, vous devez ça à quelqu'un, donc on ne peut pas se tromper là-dessus. Et ça, on le trouve dans le site de la Banque centrale ou bien dans le site du ministère des Finances. Et je crois que c'est un élément très important. Il faut toujours respecter la condition de la soutenabilité de la dette à moyen terme. C'est-à-dire, il ne faut pas faire exploser la dette parce qu'on n'a pas un espace fiscal qui est très important. Voilà, je pense que c'est ça ce que je peux vous dire comme un exercice pédagogique pour expliquer comment on peut évaluer la politique macroéconomique durant la période de transition. Et je m'excuse pour avoir pris beaucoup de temps par rapport à ce qui m'a été indiqué. Merci beaucoup.